Nous avons en notre compagnie Jean-Marc Souvira, qui est auteur d'un grand nombre d'ouvrages, dont La Porte du Vent, on va l'évoquer tout de suite, et puis votre petit dernier qui s'appelle Murti, c'est ça? Absolument. Murti. Donc, Murti. alors, il faut d'abord parler de qui vous êtes, parce que vous avez été, là vous êtes un écrivain, Oui. mais vous avez été commissaire, c'est ça? Ouais, j'étais commissaire général de police. Ouais. Et j'ai terminé ma carrière à l'international où je travaillais à l'ambassade d'abord du Maroc et ensuite d'Espagne où on luttait contre le terrorisme et le trafic de stupéfiants pour neutraliser les équipes avant qu'elles arrivent en France. On était des boucliers avancés à l'étranger pour la France. Ouais. Un métier passionnant. Oui. Il y a beaucoup de commissaires, de gendarmes qui se mettent à un moment donné à écrire des polars. Oui, ça, je pense que depuis quelques années, on est nombreux. Au début, moi, j'étais un peu le précurseur dans ce type d'écriture, parce que j'avais commencé l'écriture par un film qui s'appelle Go Fast. Oui. Et ensuite, j'ai poursuivi avec 3 romans. Le Magicien, Le Vent t'emportera et Les Sirènes Noires. Alors, chaque fois, c'était des livres qui étaient sur des romans qui étaient sur ma vie professionnelle. D'accord. Où je racontais au lecteur, je le prenais par la main en lui expliquant une vraie enquête de police, sur des choses lourdes et marquantes. Et ensuite, je suis resté quelques années sans écrire. Quand je me suis retrouvé en poste à l'étranger, je pensais que j'aurais eu du temps, mais pas du tout, c'était le contraire. Parce que le métier était prenant, on avait énormément d'échanges, etc. Et j'ai préparé un livre qui s'appelle La Porte du Vent. Oui. La Porte du Vent, qui est une histoire qui est, contrairement aux autres histoires que j'ai pu écrire, c'est une histoire qui est venue vers moi. D'accord. Et alors oui, ce sont, en gros, rapidement, ce sont deux vieillards qui se retrouvent dans un cimetière. L'un est israélien et l'autre chinois. Et chacun appartient à des clans mafieux respectifs. L'un en Chine et l'autre en Israël. Et en fait, vous faites revivre une partie de la Première Guerre mondiale, en tout cas une mémoire qu'on a un peu oubliée. C'est la présence de ces ouvriers chinois. Quel a été l'élément déclencheur? L'élément déclencheur, c'était la vraie enquête. Parce qu'on travaillait sur les mafias juives et chinoises, mafias juives, grandes escroqueries, et mafias chinoises qui leur blanchissaient l'argent. Mais on parle de centaines de milliers d'euros. Hein. Ouais. Et quand on a fait des grandes arrestations, moi j'aurais posé la question aux deux chefs. J'aurais dit, depuis quand vous connaissez, puisque tout vous différencie, la tradition, la religion, la culture, la langue, tout vous différencie. Et depuis quand vous connaissez? Depuis quand vous vous êtes rencontrés, quoi? Comment? Un m'a dit j'en sais rien et l'autre m'a dit c'est toujours comme ça. Bon, très bien. L'affaire pénale a été une très très grande réussite. Mais moi, ces 2 questions m'ont laissé sur ma faim. Et c'est là que je dis que l'histoire est venue à moi, parce que quand je me suis mis à chercher, c'était des trucs absolument introuvables. Je me suis retrouvé au cimetière militaire d'Étaples. Cimetière militaire d'Étaples, c'est entre le Touquet et Boulogne-sur-Mer. Et là, il y a un cimetière de 12 000 tombes. Un cimetière de la Première Guerre mondiale, avec quand on voit ces pelouses vertes, stèles blanches, etc. Des dates de naissance, c'est la faucheuse, elle est passée pour des gamins de 25 ans, enfin voilà quoi. En fait, sur les 12 000 tombes, il y en a 11 999 alignées. 11 999. La 12 000e qui leur fait face, c'est celle d'un petit Chinois qui s'appelle Fu Pai et qui est décédé un 23 novembre ou décembre 1917. Et à partir de là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et l'histoire est la suivante. La France, pendant la Première Guerre mondiale, perd à peu près 1000 bonhommes par jour. En gros, elle en perdra 1,3 million. La France est sur le point de s'écrouler en 1917. Ce sont les femmes qui sont dans les champs, dans les usines,
La France, au début du XXe siècle, est un pays agricole, pas du tout industrialisé. Donc l'industrie de guerre, ça fonctionne avec des palans, des chaînes, des forges, etc. Il faut fabriquer des canons à la quantité, des obus à la quantité. Et ce sont les femmes, des éclopés, des vieillards qui sont à la manœuvre. Et les Français disent il faut trouver une solution où on s'écroule. Et là, ils vont recruter 140 000 Chinois de Chine. Oui. Donc, à 140 000 Chinois de Chine qui arrivent en France, qui vont dans les usines, qui vont dans les champs, etc. D'accord. Et ils ont un contrat de travail. Ils ne doivent pas aller sur les lignes de front. Mais en 1917, on va leur dire, il y en a certains, direction les tranchées. Il faut amener les canons, les obus, etc., etc. Et il faut dresser les tranchées, il faut mettre du barbelé, etc. Et là, ils vont rencontrer des soldats juifs. Des soldats juifs victimes de l'antisémitisme de l'affaire Dreyfus. Soldats très, très maltraités. Et donc, on va avoir ces deux groupes d'hommes maltraités, humiliés. Qui subissent les mêmes humiliations, le racisme. Complètement. Tout à fait. Et donc, les Chinois les appelaient les têtes de citron, un truc comme ça, enfin voilà. Et donc, ces deux groupes vont s'unir pour passer entre les gouttes, essayer de de pas mourir, quoi. Et donc, l'union, elle démarre de là. Elle démarre de là, très très forte. Ouais. Et les Chinois vont rester jusqu'en 1920 en France. Ouais. Ils vont nettoyer les champs de bataille, etc. D'ailleurs, ils vont perdre 20 000 bonhommes. Hein. Ouais. Mais c'est une histoire qu'on a... Oui, c'est une histoire vraie, bien sûr, mais on a eu tendance à complètement l'occulter, parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas trop entendu parler. Non, parce qu'en fait, quand on enseigne la Première Guerre mondiale, on enseigne les grandes dates, on enseigne la déclaration de guerre, la guerre de position, Verdun, le chemin des dames, l'armistice, etc. On passe sur les grandes étapes. Après, pour aller dans l'histoire de l'histoire, il faut vraiment creuser. D'ailleurs, moi, je ne connaissais pas cette histoire. Oui. C'est en cherchant que j'ai trouvé cette histoire absolument extraordinaire, et c'est là que je me suis dit, il faut que je la raconte. Parce qu'en 1920, les Chinois leur disent au revoir, merci, on vous a assez vu. Gare de Lyon, le train direction Marseille, direction la Chine. Certains vont sauter des camions. Et à partir de 1920, on a la date de la première implantation de la communauté chinoise en France. D'accord. Et ces travailleurs chinois vont retrouver les soldats juifs démobilisés, qui sont artisans, commerçants, maroquiniers, tailleurs, etc., et qui vont accueillir les Chinois à bras ouverts. On a suffisamment souffert, venez bosser avec nous. La tradition, elle est importante dans ces communautés chinoises. Alors, en fait... Et elle participe aussi du clan. En fait, la tradition est importante dans les deux communautés. Oui. Comme le respect de la famille. Donc, ils se rejoignent là-dessus. Et je dirais qu'en fait, les groupes ont fonctionné en harmonie parfaite jusque dans les années 90, où il y a eu le renouvellement des générations. Voilà. Au renouvellement des générations, là, on a eu les bandits qui sont arrivés. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu de transmission. C'est-à-dire que ceux qui avaient souffert n'ont jamais rien dit. Donc, quand j'ai fait pas mal de conférences dans la communauté israélite et dans la communauté chinoise, et les deux communautés avec avec des mots différents, mais avec les mêmes mots, on va dire. On dit, vous avez écrit un livre sur l'identité, la mémoire et la transmission. Mais moi, je ne me rends pas compte de ça. Vous n'en étiez pas rendu compte. Ouais. Non, moi j'écrivais un livre, je rendais hommage à ces hommes qui avaient souffert pour nous, qui étaient morts pour la France, etc., qui sont enterrés un peu partout dans le nord de la France, sans leur nom, qu'avec simplement, pour certains, que leur numéro de matricule. Et je me suis dit, bon, il faut que j'en parle, il faut que je leur rende hommage, quoi. Ouais. Mais j'ignorais que, en fait, que le lecteur allait voir l'identité, la mémoire et la transmission. Ouais. Alors, les lecteurs trouveront un personnage qui s'appelle Paul Dalmat, qui est le policier. Le policier, voilà, qui va mener l'enquête.
c'est pareil, la mafia israélienne, on la connaît très peu et elle fait l'objet de très peu de polars, ni même d'études. Complètement. Là aussi, il faut nous en dire un mot. Mais avec plaisir, parce qu'en fait, moi je me suis intéressé, déjà dans mon métier, on s'intéressait très fortement aux mafias, aux groupes criminels, parce que le mot mafia c'est un mot générique, qui est italien, c'est la criminalité en Sicile, la mafia. Mais après c'est devenu un mot générique, comme le frigidaire pour le réfrigérateur, voilà quoi. Et donc nous en France on ne parle pas de mot mafia, on parle de criminalité organisée. Et le public est habitué à la criminalité organisée nord-africaine ou africaine. Les films montrent là-dessus, les trafiquants de stupes nord-africains, les dealers aussi africains, etc. Je dirais qu'on est dans des schémas classiques. Et avec la porte du vent, j'ai voulu montrer comment fonctionnaient ces groupes criminels et l'apprendre au public, qui découvre autre chose que ce qu'on lui montre à la télévision. Et ça a été pour moi, c'est assez facile parce que j'ai travaillé dessus, quoi. Enfin, en tout cas, c'est passionnant et c'est un très bel ouvrage. Franchement, voilà, j'indique à tout le monde de se le procurer. Vous allez voir, il y a toute une intrigue et tout ça. On va pas dévoiler déflorer tout ça. Oui. Mais par contre, vraiment, moi j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur cette histoire d'ouvriers chinois. Je méconnaissais complètement cette histoire-là. Alors par contre, on va dire un mot maintenant de votre petit dernier, Murti. Alors celui-là, pour le coup, je ne l'ai pas lu. Murti, gamin ordinaire face à l'empire des narcos. C'est toujours dans le même univers des narcos. Oui et non. Oui et non. Alors, d'abord, il faut rendre hommage à Julien Tenat de Cultura, parce que le livre sort le 9 octobre. D'accord. Et donc, il a tordu le bras à Fleuve pour avoir en avant-première Murti. Alors, Murti, c'est un prénom. C'est le prénom d'un jeune garçon français d'origine indienne qui est étudiant en histoire. Qui a besoin d'argent parce qu'il faut qu'il soigne son père et qui a été dans les chantiers d'Alang, vous savez, en Inde, où il découpe les bateaux au chalumeau dans des conditions épouvantables. Son père est âgé, etc. Lui, c'est vraiment un gamin extraordinaire. Il va se marier. Sa fiancée est d'origine indienne également, etc. Et il travaille dans un restaurant pour à la fois financer ses études, pour subvenir un peu, essayer d'aider ses parents. Et un jour, un de ses amis lui dit, si tu veux vraiment gagner de l'argent, tu prends ton scooter, tu vas dans un endroit, chaque fois on te donne un endroit par téléphone, tu récupères une enveloppe, tu récupères une sacoche, tu l'amènes à un autre point, ça se passe à Paris, un autre point dans Paris, et à chaque rotation, tu prends 500 €. Sauf ce qu'il ignore, et oui, en fait, il ne va pas poser la question, c'est un peu naïf, c'est l'argent de la drogue qui convoie. Et donc, ça va très, 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 très mal se passer. Là, j'ai voulu amener le lecteur dans trois aspects. La première, Murti, c'est la communauté indienne. Qui connaît la communauté indienne en France? Donc elle est autour de la gare du Nord, à la Courneuve, etc. Donc j'explique pourquoi ils sont là. Moi, j'ai eu la chance d'être admis dans cette communauté, de déjeuner avec eux, de dîner avec eux, de m'expliquer leur rite, leur fonctionnement. Ils m'ont fait citer leur temple de prière qui est dans le 18e arrondissement, leurs dieux, etc. J'amène aussi le lecteur dans le blanchiment du trafic de stupéfiants, chose que j'ai combattue pendant des années et que j'esquisse par petites touches pour que le lecteur comprenne. Et le troisième point que le lecteur connaît très très peu, très très mal, c'est la prison de l'intérieur. Alors pour ça, j'ai eu des entretiens avec des surveillants de prison et des détenus qui ont souhaité garder l'anonymat et qui m'ont livré des informations sur le fonctionnement de la prison. Je vous assure, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc je les ai remerciés, mais sous le couvert de l'anonymat.
Et c'est pour ça que ce livre va apprendre beaucoup de choses au lecteur aussi. Vous y tenez à apprendre des choses au lecteur, apparemment. Oui, alors j'aime beaucoup apprendre des choses, oui, et de lui faire découvrir des communautés qu'il ne connaît pas. Oui. Parce que moi j'ai cette chance d'avoir une vie professionnelle riche, où je connais certaines communautés, et dans le prochain roman que je suis en train d'écrire, là, j'aborde une autre communauté. Et de plus en plus, le personnage central n'est pas un policier. D'accord. Donc, par exemple, là, vous avez dans La Porte du Vent, il y a Dalmat, mais vous avez Tsang. Oui, aussi Tsang, oui. Tsang, qui est un jeune Chinois qui utilise les aiguilles qui soignent, l'acupuncture. Et un lecteur m'a dit, je regrette que Tsang n'existe pas. Mais vraiment, cette phrase, elle m'a marqué, elle m'a... Ah, mais il y a des personnages comme ça qui sont tellement attachants que c'est vrai qu'on regrette que ce soit de la fiction. Complètement. Et donc là, avec Murti, le lecteur va découvrir un tout petit David face à un énorme Goliath. Et comment il va s'en sortir et s'il peut s'en sortir. Bon.